On va donc terminer avec le deuxième cas clinique avec le professeur Imlay. Donc, alors, on va revenir un peu au citrate. Ce matin, vous avez vu Céline Monard qui vous a expliqué les grands principes. Et là, je vous propose donc des questions, des QCM, des tests de concordance de script, des cas cliniques, mais on va tout faire jusqu'à 45. Alors, premièrement, question, quand vous êtes en réanimation, si vous vous dites comment je veux, en 2025, obtenir une épuration cérébrale continue, stable et prévisible, voilà ce qu'il faut. Je ne vous pose pas la question, mais je vous le dis, ils font des bons docteurs et des bonnes infirmières, c'est ce que vous avez dans vos services. Du bon matériel, ça, on l'a à disposition aujourd'hui en 2025 grâce à l'industrie. Et il faut bien manager le citrate, qui est la première anticoagulation aujourd'hui proposée pour tous les patients. Je vous rappelle, pour les patients à risque hémorragique, mais aussi pour les patients qui ne sont pas à risque hémorragique, on a à mettre du citrate en première intention. Il faut savoir manager la membrane, savoir quelle membrane vous avez, ça fait partie des choses très importantes, et le bon cathéter. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a passé en revue tout cela. Et donc là, je vais me focaliser sur le citrate. Première question, donc oui, on va faire lever de main, et je vous invite à participer. L'un de vos patients de réanimation est en hémodialyse continue pour déférence rénale aiguë sévère, ok. L'étiologie est peu claire, peu importe, multifactorielle comme souvent en réanimation. Le patient présente sur votre garde une hypocalcémie ionisée à 0,99 mmol par litre, avec des besoins en supplémentation calcique qui sont en constante augmentation depuis 24 heures. Donc vous pensiez que c'était une accumulation au citrate, et puis vous savez, comme souvent en réanimation, on a les informations qui arrivent au fil de l'eau. Jamais tout en même temps comme sur un cas clinique. C'est l'intérêt des tests de concordance de script, c'est des informations qui sont plus proches de la pratique clinique, c'est-à-dire qu'elles arrivent de manière, pas tout en même temps, les unes après les autres. Et là, vous apprenez que le patient présente une acidose métabolique à trou anionique augmenté. Est-ce que votre hypothèse d'accumulation des complexes calcium citrate devient quasi certaine, plus probable, ni plus ni moins probable? Qui pense que c'est quasi certain? Allez, levez le pour ceux qui... Un seul? Jean-Michel. Là, tu vois que tout le monde va lever maintenant la main. OK. Qui pense que c'est un peu plus probable? OK, la majorité, d'accord. Alors, comme souvent, qui pense que c'est ni plus ni moins probable? Personne. Moins probable? Non, personne non plus. Effectivement, ça joue entre le A et le B. Moi, je suis assez d'accord que c'est quasi certain dans ce cas-là. On a quasiment tous les critères, quasiment, pas tous, mais qui vous sont donnés ici, tous les critères biologiques d'une accumulation. Mais comme souvent, dans les tests de concordance de script, il n'y a pas de réponse absolue. Ça se joue sur les pourcentages de bonnes réponses des experts. Et donc là, c'était A et B, on est d'accord. Donc juste un commentaire. Les signes biologiques d'accumulation, je les ai tous listés. C'est clairement un patient qui a une hypocalcémie ionisée systémique. Et c'est typiquement le patient, à chaque fois que vous faites une surveillance, vous avez besoin d'augmenter la supplémentation calcique. Ça, c'est très, très en faveur. Vous devez ticker à ce moment-là. C'est pour ça que dans les services, ce sont les infirmières qui font les réglages elles-mêmes. Il faut faire attention qu'elles vous rapportent bien. Ah oui, ça fait trois étapes de surveillance où j'ai eu besoin d'augmenter la supplémentation calcique. Ça doit vous faire ticker. Le rapport calcium total sur calcium ionisé. Alors avant, on disait supérieur à 2,5, puis supérieur à 2,3. En fait, ces seuils, ils sont tous mauvais, en fait. À partir du moment où ce rapport augmente, si je suis passé de 2,1 à 2,29, je suis en train d'accumuler. D'accord? Donc c'est plus la cinétique de l'augmentation du rapport calcium total sur calcium ionisé qui compte. Et puis, donc, c'est effectivement une acidose métabolique qui a trou anionique augmenté, ça c'est assez clair. Donc qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Quand vous avez un patient qui a tendance à accumuler, eh bien, vous allez essayer d'épurer davantage les complexes calcium citrate en augmentant votre débit effluent, votre débit d'ultrafiltration si vous faites de la CVH, ou débit dialysase si vous faites de l'hémodialyse continue. Voilà, donc un mot très important sur la sémantique, c'est très important la façon dont on s'exprime. Le terme intoxication, que vous pouvez voir dans certains articles c'est très confusiogène, c'est démontré. Donc ça n'existe pas l'intoxication au citrate. Il faut le bannir du vocabulaire. Soit vous parlez de surdosage en citrate, qui est plus un surdosage d'ailleurs en sodium quand tu fais du citrate trisodique, ou vous parlez d'accumulation. Mais même en anglais, on utilise le terme accumulation des complexes calcium citrate. Le terme intoxication, vraiment, je vous invite à le bannir du vocabulaire. Texte de concordance numéro 2. Vous recevez un patient de 68 ans en réanimation, il vient du bloc. Il a une péritonite en lien avec une perforation digestive, l'intervention a été longue et difficile, c'est très hémorragique,
il y a eu quelques plaies vasculaires de rencontre, comme on dit. Les drains semblent relativement productifs, le patient est en choc septique et puis ça saigne. Ok, il est anurique depuis plus de 6 heures, la créate est déjà très élevée, noradrée. Vous décidez d'épurer une épuration extra-rénale, continue, et vous pensiez démarrer au citrate. Et là, vous apprenez que le facteur 5 qui a été dosé, il est à 38%. Votre hypothèse, là, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que vous faites chez ce patient? Là, vous voyez, dans les TCS, il n'y a pas forcément de bonne réponse, parce que ça va dépendre aussi beaucoup de votre expérience, en l'occurrence. Chez vous, là, quasi certain, qu'est-ce qui... voilà, on a des experts du citrate. Un peu plus probable, le fait que le facteur 5 soit à 38%. Est-ce qu'on a le droit de savoir si on est dans notre équipe avec des infirmières de bon niveau ou si on est dans l'endroit qu'on ne connaît pas bien? Non, tu es chez toi. Il a confiance dans son équipe, Jean-Michel, très bien. OK. Qu'est-ce qui est un peu timoré pour faire du citrate chez ce patient? La question est, vous démarrez. La décision a été prise de manière collégiale, en général, dans votre équipe. Voilà, vous démarrez. Hein? 0 pour sigismond. OK. Non, mais ça pourrait, par exemple, te dire, oh, il y a un degré d'insuffisance hépatique, donc ça devient un peu moins probable, par exemple. Céline? Un peu moins probable pour Céline. OK, très bien. Bon, ben, c'est une question difficile, hein, mais là, c'est juste, je vous invite à bien prendre en compte le fait que le démarrage du citrate, souvent, il faut prendre un peu tous les éléments, et ça dépend beaucoup de votre expérience, comme on va y revenir. Anticoagulation au citrate, c'est faisable, mais prudence, et là, vraiment, dans ce genre de patient, où le patient est choqué, hein, qui est quand même une contre-indication relative, évidemment, au citrate, quand on a en plus un degré d'insuffisance hépatique, eh bien, on fait très attention. Ouais, si justement. Là, je t'ai présenté le cas tel qu'il est. Enfin, tu vois, le TP, là, il va être bas, là. Tu vois, il va être à peu près pareil. Ouais. Bon, on va avancer, mais globalement, ce sont des questions difficiles. Et ce que je veux vous faire dire, c'est que souvent, c'est l'expérience qui fait la différence. Allez, un autre cas clinique. Là, maintenant, on est un patient qui a eu une évolution favorable d'un choc septique avec défense multiviscérale, dont un acquis sévère. Ça fait 52 heures qu'il est branché, tout se passait très bien, et puis brutalement, il présente la gazométrie artérielle suivante, avec un dosage du calcium, patient et circuit. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un, parmi vous, les jeunes, qui peut me donner l'interprétation du gaz, là? Vous faites l'affront de me dire qu'est-ce qu'il présente comme gazométrie artérielle? Allez. Olivier a dit acidose. Allez, quelqu'un, c'est quoi comme alcalose? Alcalose métabolique décompensée, effectivement, 7,52 de pH, bicarbonate élevé, PaCO2 élevé. Quelle complication métabolique de l'intégration au citrate vous suspectez ici? Le patient, il est en train d'accumuler là ou il est en train de faire quoi? Là, l'idée en citrate, c'est que vous avez deux grands types de complications. Laquelle on est présente ici? J'entends rien du tout. Surdosage, nous dit Céline. Surdosage en quoi? Surdosage en morphine, d'accord. Ok, effectivement, on va voir, c'est un surdosage en citrate. Là, le métabolisme, il a bien lieu, en fait. Et il n'y a pas d'accumulation. Comment on peut éliminer l'accumulation des complexes calcium-citrate? Ici, c'est très facile. Hein. Un patient qui accumule ces complexes calcium-citrate, vous n'aurez jamais une calcémie patient normale. La calcémie ionisée du patient ici est normale, 12 mmol par litre. Vous pouvez éliminer de manière certaine l'accumulation des complexes calcium-citrate. D'accord? Et vous pouvez aussi l'éliminer de manière certaine, puisque ces patients ne font jamais d'alcalose métabolique. Une accumulation des complexes calcium-citrate, c'est une acidose métabolique. D'accord? Donc là, c'est facile, il n'y a pas de question à se poser. Et là, quel élément favorise la survenue de cette complication? Pourquoi brutalement, 52 heures après le début? Parce que ça, en fait, ce cas-là, c'est très très fréquent, je vous garantis. 48 heures, tout se passe bien. Brutalement, alcalose métabolique. Qu'est-ce qui se passe exactement chez ce patient? Quelqu'un peut m'expliquer?
Quelqu'un peut se lever et m'expliquer parmi les jeunes là-bas? N'ayez pas peur, hein, c'est pas évident, mais ça montrera que vous êtes très fort. Si vous avez... Qu'est-ce qui se passe ici, là, en fait? Entre 48 et 72 heures, ça c'est fréquent, je vous garantis. Vous allez le retrouver, c'est sûr, dans votre pratique, ce cas-là. Brutalement, 52 heures, et pendant 48 heures, tout a parfaitement bien tourné. Vous aviez les infirmières, on ne changeait rien du tout. Et brutalement, une alcalose métabolique qui survient. Vous l'avez jamais observé, ça? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop laisser aux infirmières, hein, je pense. Il faut regarder ce qui se passe. Personne n'a une idée? Moi, j'ai du mal à vous entendre d'où je suis, mais donc je vais vous le dire. Donc là, on est d'accord que c'est le surdosage en citrate, on a dit. C'est très fréquent, hein, c'est la première complication, c'est une situation fréquente, et c'est bénin. Il ne faut jamais arrêter de faire une anticoagulation régionale citrate sur une alcalose métabolique, sur un surdosage en citrate. Hein, ça, on n'arrête pas, c'est bénin, c'est fréquent. Dans ce cas-là, le citrate, il est bien métabolisé par le cycle de Krebs, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous avez donné un peu trop de citrate et il est métabolisé, ok. Soit, en fait, là, dans ce cas-là, vous voyez, au bout de les pores se sont un petit peu bouchés et on a moins de calcium citrate, de complexes calcium citrate qui sont éliminés et donc qui retournent se faire métaboliser. On a une augmentation de ce métabolisme et c'est pour ça que l'alcalose métabolique survient brutalement à 52 heures. C'est la baisse de la clairance des complexes calcium citrate sur le troisième jour d'épuration qui entraîne cela. D'accord? Vous voyez, donc ça c'est ce que Céline vous avait dit ce matin. On différencie le clotting, on bouche les fibres capillaires se thrombosent, versus le clogging, c'est un problème de colmatage. Les pores de la membrane se bougent progressivement et donc les complexes calcium citrate passent moins. Ils retournent plus dans la circulation, se faire métaboliser, et donc on a une alcalose métabolique par défaut de clairance des complexes calcium citrate. Ça, c'est la diapo de Céline que je ne reviens pas là-dessus, mais on souhaite que vous l'intégriez très très bien. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Donc on a dit qu'on n'arrête pas, hein, c'est jamais une cause d'arrêt, l'alcalose métabolique par surdosage en citrate. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Au niveau des réglages, vous montez le débissant, vous baissez le débissant. Le premier rang n'a pas trop le droit de jouer. Hein. C'est plutôt derrière qu'on aimerait bien les voir jouer. Derrière, qu'est-ce que vous faites? Reste. Il faut que tu fasses la conclusion. Alors... Alors, vous baissez le débissant, vous le montez. C'est très important de savoir maîtriser ça. Hein. Très très bien, on baisse le débissant. Si vous baissez le débissant, vous allez avoir moins de complexes calcium citrate qui vont être formés. Qu'est-ce que vous faites de votre débit effluent, qui est en l'occurrence le débit dialysa? Vous l'augmentez, puisque vous allez donc épurer davantage de complexes calcium citrate. Si j'augmente mon débit dialysa, j'en épure davantage. Si je baisse mon débissant, j'en forme moins. Ok, parfait. Cas clinique numéro 2, et ce sera le dernier, puisqu'il ne me reste que 8 minutes. Vous prenez votre garde dans un hôpital que vous connaissez assez peu, et vous arrivez en garde et le patient a une défense multiviscérale, encore une fois, voilà, en lien avec un choc septique à point de départ respiratoire. Le patient est stabilisé dans cet état depuis à peu près 36 heures. Le lactate est stable à 8 mmol par litre, mais vous décidez d'initier quand même une épuration au citrate devant une anurie persistante. Le poids du patient est à 110. Quelle est votre prescription? Qu'est-ce qui fait de la CVVHD dans votre service? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Vous mettez combien à peu près de débit là? Quelle est votre prescription? Quelqu'un fait? Vous prescrivez quand même un peu l'épuration? Allez, à quelqu'un de courageux. Vous commencez par prescrire quel élément de la prescription en fait? Vous prescrivez quoi quand vous commencez? Quel paramètre que vous prescrivez en premier? Ne me dites pas que vous faites comme les Américains en prescrivant d'abord le débissant. On prescrit d'abord, là, en l'occurrence, le débit dialysa. Si vous faites de la CVVH, vous prescrivez d'abord votre débit d'ultrafiltration. Si vous faites de la CVVHD, vous prescrivez votre débit dialysa. Et la CVVHDF, vous prescrivez d'abord, parce qu'en fait, vous prescrivez votre dose, la dose d'épuration.
D'accord? Elle est à combien la dose d'épuration? Allez. Très bien, 30 à 35 minutes par kilo et par heure, c'est de la bonne réponse. Et donc là, vous avez un poids de 70 kg. Donc là, vous pouvez vous dire, je vais prescrire 2100 millilitres par heure. Ça vous va comme débit dialysa? OK. Donc là, dans ce protocole, on a un débit qui correspond de l'ordre de 100 millilitres par minute. Et puis après, vous avez votre dose de citrate et votre dose de calcium qui sont assez classiques. En général, les patients n'ont pas de perte de patient ici. Vous voyez, on commence par prescrire la dose d'épuration, qui est la dose de dialyse dans ce cas-là. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez fait votre prescription, très bien. Et puis le lendemain, à la transmission, on note que la substitution calcique a été progressivement augmentée durant la nuit. Ça doit vous faire tiquer. On l'a dit tout à l'heure pendant le TCS. J'ai ma substitution calcique qui augmente. OK. Et puis j'ai eu des calciumies ionisées, parce que j'ai eu des calciumies ionisées systémiques qui étaient basses à chaque fois. 1,03, 1,05, vous voyez. J'augmente mon calcium, mais ça n'a pas d'effet sur la calciumie ionisée du patient. Ça doit vous faire tiquer. Après, vous regardez votre rapport calcium total sur calcium ionisé. Vous trouvez 2,25. Là, il ne faut surtout pas vous dire « Ah, c'est bon, inférieur à 2,30, ce n'est pas une accumulation. » Qu'est-ce que vous suspectez là, du coup? Une accumulation des complexes calcium-citrate, c'est la deuxième complication. Qu'est-ce que vous faites là, à ce moment-là? Vous arrêtez ou vous faites quoi? Le lactate, on va dire qu'il est toujours, il a baissé un tout petit peu, il est à 6 millimoles par litre ce matin-là. Qu'est-ce que tu fais, Céline? En fait, vous refaites pareil, là, du coup. Quel est le paramètre qui vous dit est-ce que je continue ou pas, je suis en danger ou pas pour mon patient? C'est la calcémie ionisée du patient, bien sûr. Là, vous voyez, je suis toujours au-dessus de 1, je suis à 1,05, c'est pas très élevé, hein. Mais donc là, je suis en train d'accumuler, mais je peux peut-être encore m'en sortir en baissant bien mon débit sang et en augmentant mon débit de dialysa. Comme tout à l'heure, comme pour la première complication, finalement. Donc là, en fait, ce qui est intéressant dans les complications du citrate, c'est que quoi qu'il arrive, pour vous en sortir face à ces deux complications, vous baissez votre débit sang pour, encore une fois, moins en former des complications du citrate, ou vous augmentez votre débit d'effluent pour mieux les épurer. D'accord? Donc, si on résume, ça c'est vraiment important à connaître. Hein. Ce qui peut tuer votre malade, c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, c'est dangereux le citrate, c'est potentiellement dangereux, c'est potentiellement mortel, c'est pour ça qu'il y a des contre-indications, c'est l'hypocalcémie ionisée. Tant que vous êtes serein sur votre hypocalcémie du patient, vous n'allez pas tuer votre patient. Hein. Le patient, il ne va pas décéder d'une accumulation des complexes calcium-citrate. Il va décéder de votre hypocalcémie ionisée. Donc là, si je suis serein, OK, mais je dois faire attention à l'hypocalcémie ionisée, c'est ça qui peut avoir la complication fatale. On y pense quand on augmente à toutes les étapes de la surveillance la supplémentation calcique. Votre ratio total ionisé, il est en augmentation, et une acidose métabolique à tourner augmentée. Pourquoi le ratio augmente? Vous avez l'explication ici. Hein. Le calcium total mesure l'ensemble du calcium, qu'il soit ionisé, le calcium lié aux protéines et le calcium des complexes calcium-citrate. Total surionisé, vous comprenez bien que s'il augmente, c'est en raison d'une accumulation. Là, je vous invite, tout ce que je dis là, c'est expliqué dans cette revue qu'on avait écrite il y a quelques années dans Critical Care. Je résume, encore une fois, avant de terminer dans 2 minutes, les deux complications possibles. L'alcalose métabolique, complication bénigne, surdosage en citrate, le métabolisme, il se fait, votre cycle de Krebs fonctionne, je relargue du sodium, j'augmente ma différence des ions forts, j'ai une alcalose métabolique qui n'est jamais dangereuse, qui est facilement contrôlable, qui est bénigne, qui est fréquente, okay, par opposition à mon acidose métabolique à trouver augmentée, qui elle est rare, beaucoup. L'accumulation des complexes calcium-citrate, aujourd'hui en 2025, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus rare que ce qui nous avait été dit en 2012 quand Kedigo est sorti. Beaucoup, beaucoup plus rare. En fait, c'est assez rare, surtout si vous travaillez avec des débits sang faibles et un débit effluent élevé qui vous permet d'avoir une clairance des complexes. Voilà, l'accumulation, je vous ai dit plusieurs fois les signes, je n'en reviens pas, mais il faut bien différencier ces deux complications. Vous voyez, mais ce qui est intéressant, et là, dans le management de ces deux complications, c'est la même chose,
plus vous travaillez avec un débit 100 qui est faible, plus vous allez réussir à vous en sortir, versus, et puis vous allez augmenter votre débit effluent pour l'épuration, la clairance de ces complexes. Voilà, j'en ai terminé. Je vais arrêter là parce que je crois que c'est l'heure. Et puis, je vais répondre. Un grand merci, c'était très très intéressant, très pratique. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Profitez-en. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas qu'on... Je veux dire 7,76 plutôt, pas 6,76. 7,76, oui, à plus de... Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à ce moment-là à juste repartir avec un nouveau circuit Non, moi, j'ai jamais vu un 7,76 arriver brutalement comme ça. En général, sur les dosages qui ont été faits avant, sauf dans les services où on ne mesure rien et on ne dose rien, où on se dit, tiens, bah, c'est bon, mon patient va bien, je vais élargir la surveillance pour gagner 3 €. Ça, j'ai déjà vu pas mal de fois. Ah oui, oui, on va élargir la surveillance, c'est bien contrôlé, donc je vais gagner quelques euros en diminuant la surveillance. Là, oui, on va aux catastrophes. Donc moi, je ne suis pas trop favorable à ce qu'on élargisse trop les surveillances, puisque, vous voyez, dans ces 48 heures, en général, quand ça se passe bien, c'est là où on élargit sur la dernière journée, et c'est là, justement, où les ports se bouchent et la complication survient. Donc on peut peut-être passer à toutes les 8 heures quand tout va très, très, très bien, mais c'est là que vous allez avoir des complications. 7,76, c'est beaucoup, mais elle se corrige très vite, hein, cette alcalose métabolique. Une fois que vous faites vos réglages, vous baissez votre débit 100, vous augmentez votre débit d'effluent, je peux vous garantir que l'alcalose métabolique, si c'est vraiment lié à ce surdosage en citrate, eh ben, elle va se corriger très très vite. Donc moi, je n'arrêterai même pas à 7,76. Là, je fais mes modifications et je refais un gaz 2 heures plus tard, je suis sûr que c'est plus bas. Ça vous va comme réponse? Vous n'êtes pas d'accord? On a déjà eu des fois où justement on monte, on est à 7,50, donc on baisse notre débit 100, on monte notre débit de dialysa et en fait ça fait que monter, donc on finit par arrêter, changer le filtre et puis c'est... D'accord, oui, dans ce cas-là, il faut changer effectivement le circuit. C'est probablement, si dans ce cas-là vous avez fait les bons réglages de bon débit, c'est probablement que votre filtre il est complètement bouché. Oui, donc si dès qu'on voit un début de surdosage, qu'on change les paramètres, si ça change rien, ça sert à rien. Moi, je pense que c'est bien de changer de circuit, tout à fait, parce que là, quand tu sais dire que tu fais de l'épuration extrarénale avec une membrane qui est... C'est comme si tu conduis avec des pneus complètement lisses, si tu veux. Donc non, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut utiliser une membrane qui est correcte. Autre question sur les complications? Bonjour, moi j'avais une question qui n'a pas vraiment été abordée. J'avais la notion qu'on ne pouvait pas mettre non plus d'épuration au citrate chez les patients qui étaient en SDRA avec une hypercapnie majeure, que c'était contre-indiqué. Je voulais savoir si pour vous... Non. Donc déjà, il n'y a pas de contre-indication absolue au citrate. Moi, je fais 100% de mes patients au citrate et on commence toujours au citrate avec des réglages particuliers, d'accord? Donc il n'y a pas de contre-indication absolue. Ce qui va jouer, évidemment, dans la réa A où on ne fait pas du citrate depuis très longtemps, on ne va pas trop s'amuser à jouer sur des patients difficiles versus dans des réa très expérimentés, comme chez Jean-Michel, où apparemment ils sont super forts. Et bien là, dans ce cas, vous pouvez faire du citrate à tout le monde et commencer pour faire du citrate chez tout le monde. Mais en tout cas, dans les SDRA, avec une hypercapnie continue, non, je ne vois pas... je ne pense pas que ce soit du tout une contre-indication. Ce sont les malades difficiles, bien sûr. Hein. Mais si vous contre-indiquez l'état de choc, le SDRA, il ne reste plus grand-chose à la fin. Hein. J'ai une question qu'on doit vous poser souvent. Puisque les filtres tiennent de plus en plus longtemps, les circuits tiennent de plus en plus longtemps, que pensez-vous justement de pousser, reculer l'échéance du changement? Très mauvaise idée et surtout très très dangereux pour votre carrière, puisque si vous avez une rupture de circuit à 96 heures parce que vous avez décidé d'aller au-delà de ce qui est recommandé par l'industriel, c'est-à-dire 72 heures maximales, et que à cause des corps de pompe qui viennent écraser le circuit de manière régulière, hein, et le circuit pète. D'accord. Maintenant, on ferme les chambres en plus des réas, donc et puis tu as là le choc hémorragique majeur. Je pense que ce n'est pas du tout à faire. Néanmoins,
Je pense que dans quelques années, les industriels vont recommander 96 heures et pas 72 heures. Mais en tout cas, en France, ça me paraît être une très très mauvaise idée d'aller au-delà de ce qui est préconisé par un industriel. Actuellement, c'est 72 heures. Peut-être que dans 4-5 ans, ce sera, ou avant, 96 heures. Mais enfin, on sait que ça peut durer longtemps, parce qu'il y a certains pays d'Afrique où bon, ils n'ont pas les moyens qu'on a nous, mais ça peut tenir 10 jours, 12 jours, 15 jours avec le même circuit, hein, tellement c'est stable. Mais bien sûr qu'on ne peut pas faire ça chez nous. Et puis, je suis vraiment contre l'idée de, voilà, oui, on veut gagner encore, je ne sais pas combien d'euros dans ce cas-là, mais c'est à mon avis dangereux. Les corps de pompe viennent écraser le tuyau qui finit par lâcher. OK ? Quelles mesures particulières vous prenez quand vous prescrivez une dialyse au citrate chez un patient qui a une hépatopathie sévère? Qu'est-ce que vous prenez comme précaution? Très bonne question. Dans ce cas-là, quand vous avez un patient qui est à risque d'accumulation, vous commencez par prescrire des réglages qui sont différents de votre d'habitude. Vous mettez un fort débit effluent, dialysa ou ultrafiltrat, et un faible débit sang. D'accord ? Par exemple, on a coutume, par exemple, on a le fameux ratio 1/20 pour ceux d'entre vous qui font de la CVVHD, hein, le fameux ratio 1/20, là, qui est en fait, attention aux unités, hein, parce que ça ne correspond pas, mais par exemple 100 ml par minute et un débit dialysa de 2000 ml par heure, ce fameux ratio 1/20, vous l'augmentez lorsque le patient est à risque d'accumulation. Et vous pouvez partir en 1/25 ou 1/30. 1/30, je pense que c'est trop d'ailleurs, puisque quand vous partez en 1/30, si vous payez 100 ml minute, 3000 ml/heure de débit dialysa, là, vous vous exposez à d'autres complications et souvent, vous n'avez pas besoin de ça. Et j'ai une dernière question, peut-être, avant que ça se termine, c'est si je vous dis quel est l'élément biologique qui est le principal indicateur de risque d'accumulation, le plus performant. Est-ce que c'est, par exemple, le TP, tout à l'heure, on parlait du TP, du facteur 5, c'est quoi? Qui dit mieux que le lactate? Et encore mieux que le lactate. Bravo. Donc, Olivier Johannes-Boyot va nous dire la bonne réponse, hein, c'est l'évolution de la lactatémie. Si vous avez un lactate qui est très élevé, je dis n'importe quoi, 12 mmol par litre, oh là là, je ne ferai pas de citrate, le lactate est trop élevé. Mais si en fait il est en train de baisser, parce que 2 heures plus tôt il était à 16, ce patient n'accumulera pas. En fait, ça, il y a une très belle étude que je vous montre ici, qui l'a démontré. Ce papier-là, vous voyez, lactate, vous voyez, mon lactate est bas. Donc en blanc, c'est ceux qui n'accumulent pas. En noir, c'est ceux qui accumulent. Mon lactate monte parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas donné les bons antibiotiques. Je n'ai pas emmené le patient en bloc alors qu'il fallait qu'il y aille. Le lactate monte, il va accumuler, alors qu'on est parti bas. Inversement, en bas, le lactate est haut, vous voyez, mais le lactate baisse en blanc. Il est en train de baisser. La cinétique du lactate est bonne parce que vous avez bien réanimé votre patient, vous avez fait ce qu'il fallait. Ce patient n'accumulera pas. Par contre, il reste élevé, on ne s'en sort pas, on n'a pas mis les bons antibiotiques, je ne sais pas, le chirurgien ne veut pas opérer, il reste haut, là, il va accumuler. Okay ? Donc, le meilleur indicateur de l'accumulation, du risque d'accumulation, c'est la cinétique du lactate. La seule chose, moi, quand on branche un patient en citrate, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand je vois que le lactate monte. Il y a 3 heures, il était à 4, maintenant il est à 8. Ah ouais, là, peut-être que ça va accumuler. OK ? Merci beaucoup. Carrie, tu avais une question. On va conclure, je pense. Merci beaucoup au professeur Rimley. Je fais le mot de la fin, puisque le professeur Asselineau ne peut pas être des nôtres. Je remercie vraiment chaleureusement tous les adhérents de la SFAR, les adhérentes qui sont encore là, les courageux. Même si on n'a pas rempli l'amphi totalement, je pense que vous avez une belle journée dense. On a essayé de balayer un maximum de choses pour que ce soit pratique et vous repartiez avec des idées claires dans votre réanimation. Un grand merci donc à tout le comité Réa et particulièrement au groupe qui s'est occupé de cette journée, à l'ASFAR de façon générale, à Colloquium aussi, Raphaël Martin, pour l'organisation. Et les messages clés finalement que j'avais notés sont ceux de ta première diapo. Il faut des équipes formées, vous l'avez bien compris, donc c'est important que vous soyez présents ici pour les plus jeunes et de faire venir vos collègues et de leur faire comprendre que c'est important de participer aux journées de formation, de perfectionnement pour notre spécialité. Et la Société Savante et notre Société Savante en fait la promotion de façon très régulière. Il faut des experts, on a la chance d'en avoir ici, vous l'avez vu. On a des anciens présidents de comité réanimation
réanimation. On a le président du Collège national des enseignants d'anesthésie et réanimation aussi parmi nous, des membres de la SPAR Jeune. Voilà, donc on est bien entourés. Il est important également de former bien donc, le personnel médical et le personnel non médical. On a bien compris que ça reposait beaucoup aussi sur les infirmiers et les infirmières pour que les techniques fonctionnent bien et qu'on suive bien les patients. Du matériel, connaître les membranes, les cathéters, savoir où les placer. Attention à la iatrogénie, la congestion, le remplissage de 2 heures du matin au téléphone sans aller voir le patient, les bilans entrée-sortie, c'est vraiment important. Et aussi avoir des protocoles qu'on étudie, qu'on revoit, dont on évalue la validité dans notre service. Merci beaucoup pour cette journée et puis elle sera retransmise sur YouTube. Merci. Et merci d'être venu à Nantes. Je suis ravi que nos internes aient pu assister à ça et à cette réunion d'experts. Un grand merci.